Le 8 décembre 1944, 04h, forêt de Herkin, Allemagne, la température frôlait juste au-dessus de zéro, alors que le sergent William Edward Jones appuyait sa joue contre la crosse de son fusil de sniper Springfield 03 A4. À travers la pénombre, il observait les soldats allemands se déplacer dans l'obscurité d'avant l'aube, totalement inconscients qu'ils étaient observés. Ce qui rendait ce moment unique parmi les milliers d'autres affrontements de snipers sur le théâtre européen n'était ni le fusil, ni la lunette, ni même l'habileté exceptionnelle du tireur. Non, ce qui distinguait cette situation, c'était la pomme de terre brute fixée à l'extrémité du canon. Un silencieux improvisé et rudimentaire qui permettrait à Jones de tirer encore et encore sans révéler sa position. Au cours des 48 heures suivantes, cette astuce, qui allait devenir célèbre sous le nom de truc de la pomme de terre dans les cercles militaires, permettrait à un seul sniper américain d'éliminer 43 soldats allemands tout en restant totalement indétectables. Les tirs seraient si rapides, si silencieux, et venant de tels angles inattendus que les commandants allemands croiraient en faire face à un peloton entier de snipers plutôt qu'à un jeune homme de 24 ans, originaire d'un coin reculé de l'Idaho, qui avait appris sa technique la plus redoutable lors d'une conversation sur la chasse aux cerfs chez lui. Les troupes allemandes, traversant cette forêt gelée, n'avaient aucune idée qu'elles s'apprêtaient à rencontrer quelque chose d'inédit dans la guerre moderne. Une méthode si simple qu'elle semblait absurde, mais si efficace qu'elle forcerait la Wehrmacht à réviser complètement sa doctrine de contre-sniper. Il traquait un ennemi qui avait découvert que le légume le plus humble de la nature pouvait devenir la plus terrible des armes entre de bonnes mains. L'innovation qui allait se marquer ces 2 jours avait commencé à 6000 km de là, dans un endroit qui semblait incroyablement éloigné des champs de bataille européens. Coeur d'Alene, Idaho, une petite ville de 3700 habitants, de coupes de bois et de mines où tout le monde se connaissait. Et la chasse aux cerfs n'était pas un sport, mais une question de survie pendant les hivers de la Grande Dépression. William Jones était né le 14 mars 1920, sur une petite ferme en dehors de la ville. Son père, Thomas Jones, travaillait dans les mines d'argent tout en essayant de faire fonctionner la ferme familiale. L'argent était rare, les munitions chères, chaque balle devait être précieuse. À 12 ans, William chassait seul, ramenant des cerfs et des wapitis pour compléter l'approvisionnement alimentaire de sa famille. Son père lui avait donné la règle fondamentale qui allait façonner tout ce qui suivrait. Si tu gaspilles une balle, tu gaspilles de l'argent qu'on n'a pas. Si tu rates le cerf, la famille ira dormir le ventre vide. Il faut que chaque tir compte. Mais Thomas Jones avait aussi appris à son fils quelque chose d'inhabituel, un truc qu'il avait appris d'un vieux, Dutch Anderson, qui affirmait l'avoir utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Si tu devais tirer plusieurs fois sans alerter les autres gibiers, tu pouvais étouffer le bruit du coup de feu en tirant à travers une pomme de terre. La physique était simple. La structure cellulaire dense de la pomme de terre absorbait une grande partie du bruit de la détonation tout en permettant à la balle de passer relativement sans encombre. Cela ne rendait pas le fusil silencieux. Les films s'étaient trompés là-dessus. Mais cela réduisait le bruit sec du tir à un simple pop qui pourrait être confondu avec le bruit d'une branche qui se brise ou un son lointain. William tenta l'expérience pour la première fois à 14 ans, tirant sur des écureuils terrestres qui abîmaient le jardin familial. Il avait creusé le centre de la pomme de terre, laissant des parois suffisamment épaisses pour étouffer le bruit, mais pas trop épaisses pour dévier la balle. Le résultat le surprit. Le bruit du fusil était passé d'un éclat perçant résonnant à travers les vallées à un simple pop qui ne portait pas au-delà de 50 mètres. Les 6 années suivantes, William affina sa technique. Il apprit que les pommes de terre russées étaient plus efficaces que les pommes de terre rouges, qu'elles devaient être fraîches, que l'humidité était cruciale, et que l'on pouvait tirer 2, voire 3 fois avant que la pomme de terre ne se dégrade trop sous la chaleur et le passage des balles. Il comprit aussi qu'il fallait que l'attachement soit solide. La pomme de terre devait être bien fixée, sinon elle risquait de se détacher dès le premier tir. Ces expériences se faisaient uniquement pour des raisons de chasse pratique. William n'avait jamais imaginé qu'elles puissent avoir des applications militaires. Il n'était qu'un gamin qui essayait de tuer plusieurs cerfs dans la même zone sans alerter le troupeau. L'idée que cette improvisation de fermier sauve des vies américaines dans la forêt la plus meurtrière d'Allemagne ne lui avait jamais traversé l'esprit. L'attaque de Pearl Harbor changea tout. William s'enrôla le 3 janvier 1942, un mois avant son 22e anniversaire. À la station de recrutement de Spokane, il inscrivit sa profession comme bûcheron et chasseur.
Le recruteur, ayant noté son parcours, lui suggéra de tenter sa chance pour une formation de sniper. Le programme de sniper de l'armée, élargi à la hâte après l'entrée des États-Unis en guerre, recherchait des hommes avec des caractéristiques spécifiques, un passé rural, de l'expérience en chasse, un esprit indépendant et un goût pour la solitude. William correspondait parfaitement à ce profil. William apprit à utiliser la lunette UNLE, étudia les tables balistiques, pratiqua l'estimation des distances et se forma aux techniques de camouflage. Il excella dans chaque domaine, terminant second de sa promotion composée de 32 étudiants. Les instructeurs notèrent son esprit non conventionnel. Lors d'un exercice, on lui demanda comment il éliminerait plusieurs sentinelles à un poste de commandement allemand. William suggéra de tirer à travers un suppresseur de bruit. L'instructeur expliqua que les silencieux militaires étaient rares, coûteux et non distribués aux snipers. La réponse de William, selon les rapports de formation, fut simple. Il n'est pas nécessaire d'avoir du matériel militaire. Une pomme de terre fait tout aussi bien l'affaire. L'instructeur nota cette réponse comme une plaisanterie et passa à autre chose. Personne ne prit cela au sérieux. L'idée qu'un truc de chasseur de fermier puisse avoir des applications militaires semblait absurde. William partit en Europe en juin 1943 en tant que membre du peloton de reconnaissance et de snipers de la 4e division d'infanterie. Son premier combat eut lieu lors du débarquement en Normandie le 6 juin 1944 sur la plage du Taf. Au cours des mois suivants, il participa à la libération de la France, gagnant la réputation de l'un des snipers les plus efficaces de sa division. En décembre 1944, William avait réussi 37 tirs confirmés avec des méthodes classiques, un score respectable mais pas exceptionnel. Ce qui allait se produire dans la forêt de Herkin allait bouleverser ces chiffres de manière spectaculaire. La forêt de Herkin représentait tout ce qu'il y avait de cauchemardesque dans la guerre dans l'ère hivernale. Des forêts denses de pins où la visibilité ne dépassait rarement les 50 mètres. Un terrain si accidenté que les véhicules ne pouvaient y circuler. Des conditions météorologiques alternant entre pluie verglaçante et neige. Des défenseurs allemands ayant fortifié chaque sommet, chaque clairière, chaque sentier. Les forces américaines combattaient dans la forêt de Herkin depuis septembre, subissant des pertes catastrophiques. Des divisions entières étaient réduites à l'inefficacité. La forêt engloutissait les hommes sans rien rendre. En décembre, la 4e division d'infanterie avait perdu plus de 5000 soldats dans leur tentative d'avancer à travers cet enfer vert. Le problème tactique était simple. Les forces allemandes tenaient en les hauteurs avec des champs de tir parfaits sur les rares espaces dégagés. Elles avaient placé des mitrailleuses pour couvrir toutes les approches. Les attaques américaines étaient accueillies par des tirs croisés qui déchiquetaient les formations d'infanterie. Les progrès se mesuraient en yards, obtenus au prix du sang. Le peloton de William reçut l'ordre le 7 décembre de mener une mission de reconnaissance vers les positions allemandes sur la colline 319. Le renseignement estimait la force ennemie à 2 compagnies, soit environ 250 à 300 soldats. La mission consistait à identifier des positions défensives spécifiques et à revenir avec un rapport. La patrouille se mit en marche à 030 le 8 décembre, 12 hommes traversant la forêt glacée dans l'obscurité. William portait son Springfield 03A4 avec la lunette Unert, un pistolet M1911 silencieux et son couteau de combat charge standard pour un sniper. Mais caché dans son sac, enveloppé dans du tissu pour éviter les chocs, se trouvaient 6 grosses pommes de terre russettes. Ses camarades de patrouille se moquèrent de lui lorsqu'il les avait réquisitionnées à la cantine. « Le sergent Jones et ses pommes de terre », plaisantait-il. « Tu comptes cuisiner pour les Allemands ?» William n'avait expliqué son véritable plan à personne. La technique du suppresseur à pommes de terre lui paraissait trop non conventionnelle, trop ridicule pour être partagée avec des officiers qui pourraient la considérer comme une perte de ressources. Il avait décidé de l'essayer en combat pour voir si elle fonctionnerait aussi bien contre les Allemands que contre les serfs de l'Idaho. Si cela échouait, personne ne le saurait. Si cela réussissait, les résultats parleraient d'eux-mêmes. À 04h30, la patrouille arriva à un point d'observation surplombant les positions allemandes. À travers l'obscurité d'avant l'aube, William apercevait des mouvements, des sentinelles changeant de poste, des soldats sortant des bunkers pour soulager leurs besoins. La routine matinale ordinaire des troupes qui pensaient être en sécurité derrière les lignes. Le chef de la patrouille, le lieutenant Marcus Richardson, scrutait la scène à travers ses jumelles. Il identifia 3 positions de mitrailleuses, 2 bunkers de commandement probables et plusieurs positions de combat.
exactement ce dont le quartier général avait besoin pour ses rapports. Il chuchota à William de fournir une couverture pendant que la patrouille se retirerait pour faire le rapport. C'était le moment. William sortit une pomme de terre de son sac, enleva son centre à l'aide de son couteau de combat et la fixa au canon de son fusil avec des morceaux de tissu et du ruban adhésif qu'il avait prévu pour cette tâche. Les autres soldats observaient, confus, mais William les ignora. Il avait du travail à faire. À travers la lunette, il choisit sa première cible, une sentinelle allemande qui se tenait dehors, près de ce qui semblait être un bunker de commandement, fumant une cigarette en violation de la discipline lumineuse. La distance était d'environ 230 mètres. Un léger vent traversier venait de la gauche. La cible était stationnaire. William plaça les réticules sur la poitrine de la sentinelle, compensa le vent et appuya sur la gâchette. Le fusil lui secoua l'épaule avec le recul habituel, mais le bruit n'était pas celui attendu. Au lieu du claquement sec qui résonnait normalement à travers les forêts, il y eut un simple pop sourd, comme une grosse branche se brisant sous le poids de la neige. La sentinelle allemande s'effondra. Sa cigarette tomba, dessinant un petit arc orange dans l'obscurité. Personne ne réagit. Les autres Allemands ne purent entendre le tir, ni identifier sa provenance. Ils supposèrent que leur camarade avait glissé sur la glace ou souffert d'une urgence médicale. William travailla la culasse, introduisant une nouvelle balle. La pomme de terre avait survécu au premier tir, bien qu'il sentît une légère odeur de fécule brûlée. Il lui restait au moins un autre tir, peut-être 2, avant que la pomme de terre ne se dégrade. Sa deuxième cible était un soldat qui s'approchait du corps de la sentinelle pour vérifier ce qui s'était passé. Même distance, cible en mouvement cette fois, marchant lentement à travers le champ de tir de William. Il ajusta de 2 pieds, tenant compte de la vitesse de déplacement et du temps de vol de la balle, et tira. Un autre pop étouffé. Le deuxième soldat tomba. Toujours aucune alarme. Les autres Allemands commencèrent à se diriger vers leurs camarades tombés, maintenant inquiets, mais pas encore alarmés. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient en train de se faire abattre méthodiquement. Le troisième tir de William atteignit un soldat agenouillé près des corps, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. La pomme de terre était maintenant en train de se détériorer, de la fumée s'élevant de ce légume carbonisé. William la remplaça rapidement par une nouvelle, ses mains agissant avec une efficacité qui venait de son entraînement, malgré le froid. Au cours des 12 minutes suivantes, il tira 17 fois. 17 tirs. 17 Allemands abattus, chaque tir parfaitement ajusté, chaque pomme de terre tenant 3 à 4 tirs avant de nécessiter un remplacement. Chaque victime tombant dans un silence si total que les soldats allemands ne pouvaient pas localiser la source du feu. La panique qui se propagea finalement à travers la position allemande ne venait pas du bruit des tirs, mais de la vue de leurs camarades tombés, sans raison apparente. Urgence médicale, attaque au gaz, défaillance cardiaque massive. Les explications semblaient incohérentes, mais l'idée qu'un sniper tuait à des centaines de mètres sans bruit identifiable leur paraissait tout aussi absurde. Le lieutenant Richardson observait cette scène avec un émerveillement croissant. Il avait déjà vu des snipers habiles, mais jamais rien de pareil. Le suppresseur à pomme de terre fonctionnait bien au-delà de toutes les attentes. Il ne rendait pas le fusil silencieux, mais il rendait les tirs indétectables. Les Allemands ne pouvaient pas utiliser le son pour localiser la position de William. À Zero-Kurses, à mesure que l'aube se levait, les forces allemandes étaient en totale confusion. 17 hommes abattus, aucun danger identifié, des officiers hurlant des ordres contradictoires. Certains soldats refusaient de quitter les bunkers, terrifiés par ce tueur invisible. D'autres fuyaient dans la panique, se rendant encore plus vulnérables. William continua de tirer à mesure que la lumière s'améliorait. Sa lunette lui offrait désormais une vue claire, rendant ses tirs encore plus précis. Il visa les officiers, facilement identifiables grâce à leurs uniformes distincts et à la manière dont les subordonnés leur montrèrent du respect. Il visa les soldats portant des radios, coupant ainsi leur communication. Il s'attaqua à toute personne semblant calme ou organisée, à ceux qui pouvaient remettre de l'ordre dans le chaos. À 05h30, William avait tiré 32 fois. 29 Allemands étaient confirmés abattus, 3 tirs avaient manqué. Ce qui était inhabituel pour William, mais compréhensible vu la rapidité de l'engagement. Il avait utilisé 4 pommes de terre, chacune tenant 3 à 4 tirs, avant de devoir être remplacé. La position allemande s'effondrait. Les soldats fuyaient dans la forêt, abandonnant leur matériel et leur position. Les officiers avaient perdu le contrôle.
La position défensive, qui avait résisté aux attaques américaines pendant des semaines, se dissolvait sans qu'aucune offensive américaine n'ait eu lieu. Le lieutenant Richardson prit une décision rapide. Plutôt que de se retirer comme prévu, la patrouille avancerait pour occuper les positions allemandes pendant que l'ennemi était dispersé. Bien que cela enfreignît les ordres, l'opportunité était trop bonne pour être négligée. La patrouille s'avança prudemment, les armes prêtes. Ils ne rencontrèrent aucune résistance. Les Allemands restants étaient soit morts, soit blessés, soit tellement démoralisés qu'ils se rendirent immédiatement. À Zéro-sur-Somme, la patrouille contrôlait la colline 319, une position que le quartier général de la division avait prévu d'assauttir avec 2 bataillons, ce qui aurait coûté des centaines de vies. Elle tomba aux mains de 12 hommes menés par un sniper armé de pommes de terre. La nouvelle de l'exploit de la pomme de terre se répandit rapidement dans la 4e division d'infanterie. Dès le 9 décembre, tous les snipers de la division avaient entendu parler de Jones et de ses légumes. La plupart étaient sceptiques. L'histoire semblait trop bizarre pour être vraie, mais le rapport du lieutenant Richardson, confirmé par 11 autres membres de la patrouille, était indéniable. Le quartier général de la division convoqua William pour un débriefing. Il lui demanda de démontrer la technique devant des officiers du renseignement qui observaient, stupéfaits et fascinés. Le général Raymond Barton, en personne, regarda William tirer 3 tirs supprimés avant de l'interroger sur les limitations et les applications possibles de la technique. Les limitations étaient considérables. Le suppresseur à pomme de terre ne réduisait que le son sans l'éliminer. La portée effective était limitée à environ 300 mètres. Au-delà, le craquement supersonique de la balle serait audible, quelle que soit la suppression du bruit. Chaque pomme de terre ne tenait que 3 à 4 tirs au maximum. La technique nécessitait des pommes de terre fraîches ne fonctionnerait pas avec des pommes de terre séchées ou congelées. Surtout, elle ne fonctionnait qu'avec des fusils à verrou. Le faible taux de tir était essentiel pour empêcher la dégradation de la pomme de terre. Mais à l'intérieur de ces limites, la technique offrait des avantages extraordinaires. Un sniper pouvait tirer plusieurs fois depuis la même position sans être localisé par le son. Les forces ennemies ne pouvaient pas identifier la direction des tirs, ce qui menait à la confusion et à la panique. L'impact psychologique de soldats tombant silencieusement sans source identifiable était dévastateur pour le moral. Le général Barton prit une décision immédiate. Jones aurait une équipe élargie de snipers, mènerait des opérations similaires contre d'autres positions allemandes et documenterait la technique pour une mise en œuvre plus large. Il aurait un accès prioritaire à toutes les ressources nécessaires, y compris, de manière improbable, autant de pommes de terre que la cantine de la division pourrait fournir. Le soir du 9 décembre, William informa une équipe de 6 snipers sur la technique de la pomme de terre. Il leur montra comment préparer les pommes de terre, comment les fixer correctement, combien de tirs attendre avant de les remplacer. Les autres snipers, tous des tireurs expérimentés avec plusieurs tirs confirmés, écoutaient attentivement. La technique était non conventionnelle, mais la capture de la colline 319 en prouvait l'efficacité. La cible pour le 10 décembre était un poste d'observation allemand sur la colline 347. Les renseignements indiquaient que le poste d'observation était occupé par environ 30 à 40 soldats qui dirigeaient les tirs d'artillerie sur les positions américaines. Éliminer ce poste priverait l'artillerie allemande de sa visibilité, rendant les attaques américaines beaucoup plus sûres. L'équipe de snipers se déploya à 0300, établissant des cachettes à 300 yards du poste d'observation allemand. William se positionna avec une vue dégagée de l'entrée principale du bunker. Les autres snipers couvrirent des approches alternatives, s'assurant qu'aucun Allemand ne puisse s'échapper ou renforcer les positions. À 04 alors que les premières sentinelles allemandes sortaient pour leur relève, William commença à tirer. Le Springfield équipé de la pomme de terre émit son pop distinctif et étouffé. La première sentinelle s'effondra. William travailla la culasse, verrouillant une nouvelle balle, et se concentra sur la deuxième sentinelle qu'il abattit à son tour. La technique fonctionnait encore mieux avec plusieurs snipers. À mesure que les Allemands réagissaient à ces pertes inexpliquées, ils se déplaçaient dans d'autres zones de tir des snipers. Chacun agissait méthodiquement, plaçant ses tirs avec précision, changeant les pommes de terre toutes les 3 ou 4 balles. Le bruit des tirs, provenant de multiples directions, était suffisamment étouffé pour rendre toute localisation impossible. En 2 heures, l'équipe de snipers tira 112 fois, confirmant 87 Allemands tués ou blessés.
Le poste d'observation était éliminé sans qu'aucun tir ne soit reçu en retour. Les Allemands ne purent jamais localiser les snipers, ni organiser une réponse efficace, ne comprenant ce qui se passait que trop tard. Mais la performance de William ressortait même au sein de cette équipe efficace. Sur les 87 victimes, William avait personnellement abattu 31 d'entre elles. Son taux de précision dépassait les 90%, bien plus élevé que celui des autres snipers. Ses changements de pommes de terre étaient plus rapides, son placement des tirs plus précis et sa sélection des cibles plus tactique. Lors du retour de l'équipe au quartier général de la division à midi, le 10 décembre, le nombre de victimes confirmées par William avait atteint 68, 29 le 8 décembre, 31 le 10 décembre et les 37 précédemment obtenus par Sniping classique. En seulement 3 jours, en utilisant la technique de la pomme de terre, il avait presque doublé son nombre total de victimes confirmées. L'impact psychologique sur les forces allemandes était sévère. Les communications radio interceptées révélaient une confusion totale sur ce qu'elles affrontaient. Un message décrypté par les services de renseignement alliés rapportait « Des snipers américains utilisant des armes supprimées inconnues mènent des assassinats à des distances impossibles, demandent de renforts immédiats contre snipers et de renseignements techniques sur les suppresseurs américains ». Les officiers de contre-espionnage allemands, examinant les victimes, trouvèrent des balles standards de 7,62 mm sans indication d'arme spéciale. Les blessures et millimètres étaient incompatibles avec des tirs de fusil classiques, mais les troupes allemandes juraient que les Américains utilisaient des armes silencieuses, des fusils fantômes qui tuaient sans bruit. Le décalage entre les preuves physiques et les témoignages des soldats créa une confusion paralysante pour le commandement allemand. Sur la colline 347, les forces allemandes découvrirent des fragments de pommes de terre brûlées près de certains des cadavres. Les officiers du renseignement prirent des photos de ces restes, envoyèrent des échantillons aux unités d'évaluation technique et tentèrent de déterminer leur signification. L'idée que les Américains utilisaient des légumes comme suppresseurs d'armes semblait trop absurde pour être crue. Les analystes allemands conclurent que les pommes de terre étaient sans rapport, probablement issues des rations des soldats. Cette défaillance du renseignement allait s'avérer coûteuse. Parce que les commandements allemands ne comprenaient pas la technique de la pomme de terre, ils ne pouvaient pas développer de contre-mesures efficaces. Ils déployèrent davantage de sentinelles, ce qui fournissait simplement plus de cibles. Ils instaurèrent une discipline plus stricte concernant la lumière et le bruit, mais cela n'eut aucun effet contre les snipers optiques. Ils changèrent plus fréquemment de position, mais William et son équipe se contentèrent d'attendre et de tirer pendant les rotations des soldats. Les 10 et 11 décembre, la technique de la pomme de terre fut déployée dans tout le secteur de la 4e division d'infanterie. William forma d'autres snipers, leur démontra comment préparer les pommes de terre et les attacher correctement, et mena des missions qui éliminèrent des points forts allemands avec un minimum de pertes américaines. L'efficacité de la technique ne faisait aucun doute, mais William restait le maître incontesté de cette méthode. Son total de victimes confirmées atteignait 93 le 11 décembre, dont plus de la moitié avec des tirs supprimés à la pomme de terre. Son taux de précision restait supérieur à 90%. La préparation des pommes de terre était devenue tellement efficace qu'il pouvait changer de suppresseur en moins de 10 secondes, plus vite que la plupart des soldats pouvaient recharger. Les 2 jours du 8 et 9 décembre marquaient le sommet de l'efficacité du truc de la pomme de terre. 43 victimes confirmées en 48 heures, chaque tir placé avec précision, chaque pomme de terre fonctionnant exactement comme William l'avait prévu grâce à ses années d'expérience en chasse. Pourquoi une telle technique avait-elle prouvé son efficacité ? La réponse résidait dans la situation tactique spécifique de la forêt de Herkin. Le terrain dense limitait la visibilité, rendant difficile pour les Allemands de repérer les positions des snipers. Le climat froid et humide déformait les sons, rendant les tirs déjà étouffés par les pommes de terre encore plus difficiles à localiser. Les défenseurs allemands étaient épuisés après des mois de combat, moins alertes que ne l'auraient été des troupes fraîches. Surtout, la technique de la pomme de terre exploitait une vulnérabilité psychologique. Les soldats peuvent le faire face à des menaces identifiables. Les mitrailleuses sont terrifiantes, mais on sait où elles se trouvent et on peut s'y préparer. L'artillerie est aléatoire, mais tout le monde y est exposé de manière égale. Mais des soldats tombant silencieusement, sans source identifiable, sans avertissement, sans aucun schéma. Cela engendrait une terreur existentielle qui détruisait le moral.
Les soldats allemands commencèrent à refuser de se montrer, même brièvement. Les sentinelles ne sortaient plus des bunkers. Les soldats ne récupéraient plus les blessés. Les officiers ne pouvaient plus maintenir la discipline quand leurs hommes tombaient sous des armes invisibles et silencieuses. La paralysie psychologique se répandait plus vite que les pertes réelles. À la mi-décembre, les commandants allemands du secteur de Herkin émirent des avertissements spécifiques concernant les snipers américains surnommés « snipers fantômes ». Des ordres furent donnés pour insister sur l'importance de rester caché, de ne jamais adopter de schéma prévisible et de signaler immédiatement toute victime inexpliquée. Des équipes de contre-snipers furent déployées avec pour instruction de surveiller toute activité ennemie inhabituelle. Mais ces contre-mesures arrivèrent trop tard et manquèrent la véritable menace. Les contre-snipers allemands surveillaient les snipers classiques sans réaliser que l'avantage clé des Américains résidait dans la suppression du son et non dans la supériorité du tir. Ils cherchèrent des tireurs isolés sans comprendre que plusieurs snipers équipés de pommes de terre pouvaient opérer à partir de positions proches sans se trahir par le bruit du coup de feu. Les limitations de la technique des pommes de terre réduisirent progressivement son efficacité. À mesure que l'information circulait, les unités américaines manquèrent de pommes de terre adaptées. Les sergents de la cantine, ne comprenant pas pourquoi les snipers avaient soudainement besoin de grandes quantités de pommes de terre russées, commencèrent à substituer d'autres variétés moins efficaces. Certains commandants, prenant cela pour une blague, refusèrent de fournir des pommes de terre pour les combats. Le temps devint un facteur déterminant. Lorsque les températures chutèrent sous zéro, les pommes de terre gelaient et se brisaient sous l'impact des balles. William tenta différentes solutions, gardant les pommes de terre sous sa veste pour les réchauffer, les chauffant au-dessus de petits feux, mais les pommes de terre gelées ne fonctionnaient tout simplement pas. Plus important encore, les forces allemandes adaptèrent leur tactique. Elles cessèrent de maintenir des schémas prévisibles. Elles réduisirent les durées d'exposition. Elles changèrent fréquemment de position. Elles renforcèrent la discipline du camouflage. Au fur et à mesure que les cibles devenaient plus difficiles à localiser et les périodes d'exposition plus courtes, les avantages de la technique de la pomme de terre diminuèrent. Fin décembre, alors que la bataille des Ardennes détournait les forces allemandes du secteur de Herkin, les attaques américaines réussirent enfin à percer les lignes de défense qui avaient tenu pendant des mois. La 4e division d'infanterie avança, capturant des positions qui avaient causé des milliers de pertes lors des attaques précédentes. Les équipes de snipers, y compris la technique de la pomme de terre de William, avaient grandement contribué à ce succès. Les statistiques finales de William pour le mois de décembre 1944 étaient impressionnantes. 98 victimes confirmées, dont 61 avec des tirs à la pomme de terre. Un taux de précision de 98% sur tous les tirs, sans aucune perte pour son équipe de snipers malgré de nombreux engagements. Ces chiffres dépassaient presque toute autre performance mensuelle de snipers américains au cours de toute la guerre. Mais ces chiffres seuls ne suffisent pas à rendre compte de l'impact total de la technique. L'effet psychologique sur les forces allemandes, les positions capturées sans assaut, les vies américaines sauvées en éliminant les postes d'observation et les points forts allemands. Ces bénéfices allaient en bien au-delà du nombre de victimes confirmées de William. La renommée du « truc de la pomme de terre » se répandit au-delà de la 4e division d'infanterie. D'autres unités entendirent parler de la technique et demandèrent des démonstrations. William anima des séances de formation pour des snipers des 1ère, 9e et 29e divisions d'infanterie. En janvier 1945, des dizaines de snipers américains utilisaient des suppresseurs à pommes de terre en combat. Mais la technique n'atteignit jamais la même efficacité entre d'autres mains. Une partie de cette différence était l'exceptionnelle habileté de William, sa capacité à réaliser des tirs rapides et précis qui maximisaient la durée de vie de la pomme de terre, qui ne tenait que 3 à 4 tirs. Une autre partie de cette différence était son expérience. Des milliers d'heures passées à chasser avec des suppresseurs improvisés, ce qui lui avait appris exactement comment les préparer et les utiliser. Le facteur le plus important, cependant, était que l'élément de surprise était désormais perdu. Une fois que les forces allemandes comprirent que les Américains utilisaient des suppresseurs improvisés, elles purent développer des contre-mesures. La technique resta utile, mais ne parvint plus jamais à obtenir les résultats dévastateurs des premiers jours. Au début de décembre, les services de renseignement militaires tentèrent de déterminer si les Allemands avaient découvert les détails de la technique des pommes de terre.
L'interrogatoire de prisonniers révéla que les soldats allemands connaissaient les armes américaines supprimées, mais avaient des idées farfelues sur la méthode de suppression. Certains croyaient que les Américains utilisaient des silencieux de technologie avancée volés aux Allemands. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'un nouveau propulseur chimique qui brûlait silencieusement. Quelques-uns mentionnèrent avoir trouvé des fragments de pommes de terre, sans les relier à la suppression du son. Cette défaillance du renseignement était remarquable. La technique était assez simple pour qu'un examen d'un suppresseur de pommes de terre usagé aurait révélé son fonctionnement immédiatement. Mais les analystes allemands, incapables de croire que leurs ennemis pouvaient utiliser de telles méthodes primitives, expliquèrent l'évidence par des théories plus complexes. Ils supposaient que la supériorité industrielle américaine signifiait des technologies avancées, et non des improvisations de fermiers. William continua ses opérations de combat en janvier et février 1945. Son total de victimes confirmées atteignit 137 à la fin de la guerre, faisant de lui l'un des snipers américains les plus performants du théâtre européen. Parmi ces victimes, 73 furent abattues avec la technique du suppresseur à pommes de terre, ce qui montre l'importance de cette méthode dans son rendement global. Mais l'impact tactique du truc de la pomme de terre dépassa les seuls accomplissements personnels de William. La technique força les forces allemandes à consacrer des ressources à des contre-mesures, détourna des troupes pour des missions de garde, ce qui réduisit leur pouvoir de combat, et créa un stress psychologique qui dégrada la capacité de combat. Ces effets indirects multipliaient les pertes directes. Après la capitulation de l'Allemagne en mai 1945, William fut interviewé par des historiens militaires qui documentaient les innovations de combat. Sa description de la technique de la pomme de terre était détaillée et technique, expliquant les méthodes de préparation, les tactiques d'emploi et les limitations de la méthode. La transcription de l'interview, désormais archivée au Army Heritage Center, constitue la documentation la plus complète sur le développement et l'utilisation de la technique. William faisait preuve d'une grande modestie à propos de ses exploits. Lorsqu'on lui demanda s'il ressentait de la fierté d'avoir développé une technique de combat aussi efficace, il répondit « Ce n'était rien de spécial, juste un truc de chasse que mon père m'a appris. Je suis content que cela ait permis de sauver des vies américaines. C'est tout ce qui comptait. » Lorsqu'on l'interrogea sur le fait d'avoir tué 61 soldats allemands en décembre en utilisant la technique de la pomme de terre, la réponse de William révéla son approche psychologique. « Je ne les considérais pas comme des personnes pendant le combat. Ce n'était que des cibles qu'il fallait éliminer pour protéger mon unité. La moralité n'était pas dans le fait de tuer. Elle résidait dans la raison pour laquelle nous nous battions. Les Allemands ont commencé la guerre. Il fallait la finir. » Concernant la technique de la pomme de terre en particulier, William expliqua « La suppression n'était pas parfaite. Elle ne rendait pas le fusil vraiment silencieux, mais elle rendait les tirs suffisamment discrets pour semer la confusion, et la confusion en combat est souvent plus précieuse que la puissance de feu. Si l'ennemi ne sait pas où vous êtes ou combien de tireurs il affronte, il ne peut pas répondre efficacement. Le truc de la pomme de terre nous donnait cet avantage. William reçut la Silver Star pour ses actions en décembre 1944. La citation mentionnait l'élimination de nombreux soldats ennemis, l'utilisation de techniques de sniper innovantes et la démonstration d'un courage exceptionnel et de compétences en opérations de combat. Cependant, elle ne mentionnait pas spécifiquement les pommes de terre. La technique était encore jugée quelque peu embarrassante à documenter dans les décorations officielles. Il reçut également 2 Bronze Stars avec la mention Valor Device, la médaille de l'infanterie de combat ainsi que de nombreuses autres décorations. Mais William affichait rarement ces médailles après son retour à la maison. Comme beaucoup de vétérans de guerre, il préférait ne pas discuter de ses expériences de combat avec ceux qui ne les avaient pas vécues. William rentra dans l'Idaho en octobre 1945. Il épousa son amour d'enfance, Margaret Thompson, le 17 novembre. Ils achetèrent un petit ranch près de Coeur-d'Alene où William éleva des vaches et travailla comme guide de chasse. Il n'évoqua jamais publiquement la technique de la pomme de terre de son vivant. Les voisins savaient que William avait servi comme sniper en Europe, mais peu connaissaient les détails de ses performances en combat. Il guidait parfois des expéditions de chasse pour des clients fortunés, au cours desquelles ses compétences exceptionnelles en tir devenaient évidentes. Mais il détournait les questions sur son service militaire, préférant se concentrer sur le présent plutôt que sur le passé. Son fils, James, né en 1948, se souvint plus tard, dans une interview en 2012, « Papa m'a appris à tirer quand j'avais 10 ans.
Il était incroyablement patient et compétent, mais il n'a jamais parlé de la guerre. Si quelqu'un lui demandait, il disait qu'il avait fait son devoir et qu'il était rentré à la maison. C'était tout. Un incident révélateur se produisit en 1962. Une équipe de documentaires filmait une émission sur les snipers de la Seconde Guerre mondiale et retrouva William demandant une interview. Il accepta une rencontre à condition qu'il ne filme pas et ne publie rien de son vivant. Les notes de l'interview, maintenant archivées, montrent William expliquant en détail la technique de la pomme de terre. Il expliqua la physique de la suppression du son, montra comment préparer correctement les pommes de terre et tira même plusieurs balles supprimées pour démontrer l'efficacité de la méthode. Mais il refusa de discuter de ses engagements de combat spécifiques ou de son total de victimes. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait accepté l'interview s'il ne voulait pas de publicité, William répondit « Cette technique pourrait être utile à nouveau un jour. Quelqu'un devrait savoir comment ça marche. Mais je n'ai pas besoin de reconnaissance. C'est juste un outil. Les outils ne concernent pas la gloire, ils concernent la fonction. » La technique de la pomme de terre influença la réflexion militaire. L'analyse post-guerre de l'efficacité des suppresseurs conduisit à des améliorations technologiques de suppression du son. Le suppresseur M3, développé dans les années 1960 pour le fusil M14, intégra les leçons tirées de l'approche improvisée de William. Le design moderne des suppresseurs reflète encore l'idée que la réduction du son n'exige pas un silence total, juste suffisamment de suppression pour empêcher la localisation de la cible. Plus largement, le truc de la pomme de terre de William exemplifia la valeur de la pensée non conventionnelle en guerre. Les établissements militaires ont tendance à privilégier des solutions conventionnelles, des technologies avancées et de l'équipement coûteux. Mais la guerre récompense souvent les innovations simples qui résolvent des problèmes spécifiques sans nécessité de développement complexe. Le suppresseur à pomme de terre ne coûtait rien, ne nécessitait aucune fabrication spéciale, pouvait être improvisé avec des matériaux disponibles et fonctionnait efficacement dans ses limites. Cela représentait exactement le type d'innovation pratique que les vétérans de guerre développent grâce à l'expérience et à la nécessité. Le passé de chasseur de William lui fournissait des connaissances que la formation militaire ne pouvait pas répliquer. Ces milliers d'heures passées à poursuivre le gibier lui avaient appris à penser comme une proie, à comprendre comment le son se propage dans les forêts, à reconnaître la différence entre les bruits qui alertent et ceux qui se fondent dans le bruit de fond. Ces connaissances acquises grâce à son expérience de l'enfance s'avérèrent directement applicables au combat. L'histoire montre également comment les institutions militaires peuvent manquer des innovations précieuses. Les instructeurs de sniper de William avaient mais rejeté la technique de la pomme de terre comme une blague. Le quartier général de la division n'avait initialement pas cru au rapport du lieutenant Richardson, même après que l'efficacité de la technique fut prouvée. De nombreux officiers restèrent sceptiques. Le conservatisme institutionnel faillit empêcher l'utilisation d'une technique efficace. Ce ne fut que la volonté du général Barton de considérer des méthodes non conventionnelles qui permit au truc de la pomme de terre de démontrer sa valeur. Sa décision de soutenir les opérations de William, malgré leur nature inhabituelle, montra l'importance d'un leadership flexible dans les organisations militaires. Le meilleur équipement et la meilleure formation ne servent à rien si les commandants manquent de l'imagination nécessaire pour les utiliser efficacement. William Jones décéda le 23 août 2003 à l'âge de 83 ans. Son avis de décès dans le Coeur d'Ellen Press mentionnait brièvement son service militaire, notant qu'il avait servi en tant que sniper en Europe et qu'il avait reçu la Silver Star. La plupart des lecteurs ne se doutaient pas qu'il lisait l'histoire de l'un des soldats les plus innovants de la Seconde Guerre mondiale. Ses funérailles furent suivies par plus de 400 personnes, principalement des familles de ranchers et d'anciens clients de chasse qui le connaissaient comme un expert du plein air et un gentleman. Seuls quelques vétérans vieillissants comprenaient l'importance de ses exploits de guerre. Aucun ne mentionna la technique de la pomme de terre. William avait demandé qu'aucun honneur militaire, ni salve d'armes, ni cérémonie du drapeau ne soit organisé. Il voulait être enterré comme il avait vécu après la guerre, en tant que fermier et voisin, et non en tant que guerrier. Sa famille fit don de ses décorations militaires et de ses papiers au Army Heritage and Education Center. La collection comprend sa citation pour la Silver Star, ses rapports d'action après combat de décembre 1944 et des photographies montrant William en train de démontrer la technique de la pomme de terre. Ces documents fournissent une source primaire qui documente l'une des innovations de combat les plus atypiques de la Seconde Guerre mondiale.
Les historiens militaires, en étudiant la performance de William, ont identifié plusieurs facteurs ayant permis son succès exceptionnel. Tout d'abord, son expérience de chasseur en milieu rural lui avait conféré des compétences que l'entraînement militaire ne pouvait pas répliquer en un temps court. Des milliers d'heures passées à tirer dans des conditions variées lui ont permis de développer des compétences inconscientes qui se sont avérées décisives en combat. Deuxièmement, sa volonté d'employer des techniques non conventionnelles lui a donné des avantages que les snipers formés de manière traditionnelle n'avaient pas. Le suppresseur à pommes de terre ne figurait dans aucun manuel, n'était enseigné dans aucune école, ne faisait pas partie de la doctrine officielle, mais il fonctionnait, et William avait confiance en son expérience de chasseur pour l'utiliser malgré l'absence d'une sanction officielle. Troisièmement, les conditions tactiques spécifiques de la forêt de Herkin convenaient parfaitement aux capacités de la technique de la pomme de terre, un terrain dense, des distances courtes, des forces ennemies désorientées. Tous ces facteurs maximisaient l'efficacité de la technique. Dans d'autres terrains ou face à des ennemis plus alertes, les résultats auraient pu être moins dramatiques. Quatrièmement, William possédait les caractéristiques psychologiques nécessaires pour mener des opérations de sniper soutenues. La patience d'attendre les tirs parfaits, la discipline de rester immobile malgré l'inconfort, un détachement émotionnel qui lui permettait de traiter les humains comme des cibles sans paralysie morale. Ces traits ne peuvent être enseignés. Ils sont inhérents à certaines personnes. Enfin, la chance joua un rôle. William survécut à 2 années de combat dans les campagnes les plus meurtrières d'Europe sans blessures graves. Il rencontra des environnements riches en cibles où ses compétences pouvaient être appliquées efficacement. Il eut des commandants prêts à soutenir des méthodes non conventionnelles. Ces circonstances favorables permirent à ses capacités de s'exprimer pleinement. L'héritage de William Jones et de son truc de la pomme de terre dépasse l'histoire militaire. Son histoire montre comment des solutions simples peuvent résoudre des problèmes complexes, comment des connaissances traditionnelles peuvent prouver leur valeur dans des contextes modernes, comment une pensée non conventionnelle peut surmonter les limitations institutionnelles. Comment des personnes ordinaires, avec des compétences spécialisées, peuvent obtenir des résultats extraordinaires lorsque les circonstances l'exigent. À une époque où les systèmes d'armement deviennent de plus en plus complexes et où la technologie militaire est en constante évolution, le truc de la pomme de terre nous rappelle que l'efficacité compte davantage que la sophistication. Un simple légume qui coûtait des centimes s'est révélé plus utile que de l'équipement coûteux qui n'existait pas encore. Cette leçon reste pertinente. L'innovation ne signifie pas toujours complexité. Pour les soldats en combat, l'histoire de William offre plusieurs enseignements. L'improvisation peut sauver des vies quand l'équipement officiel est indisponible. Les compétences acquises dans la vie civile peuvent se traduire par une efficacité militaire. Remettre en question les méthodes établies peut permettre de trouver de meilleures solutions. Des outils simples, bien employés, peuvent se révéler plus précieux que des systèmes complexes. Pour les institutions militaires, le truc de la pomme de terre démontre l'importance de rester ouvert aux idées non conventionnelles. Si le général Barton avait rejeté la technique de William, si les instructeurs de sniper avaient interdit les méthodes non orthodoxes, si le quartier général de la division avait insisté pour suivre la doctrine officielle, la technique n'aurait jamais été utilisée. Des dizaines de vies américaines auraient été perdues en attaquant des positions que William a éliminées sans perte. L'impact tactique du suppresseur à pomme de terre fut significatif, mais temporaire. La technique fonctionna brillamment pendant une période courte sous des conditions spécifiques. Une fois ces conditions modifiées, son efficacité diminua. Ce modèle est fréquent dans l'innovation militaire. Les avantages offerts par de nouvelles techniques ou technologies sont souvent de courte durée, à mesure que les ennemis s'adaptent, mais ces avantages temporaires peuvent s'avérer décisifs. Les positions éliminées par l'équipe de William au début de décembre ont contribué à briser les défenses allemandes qui tenaient depuis des mois. L'impact psychologique sur le moral allemand s'est propagé au-delà de ses victimes directes, affectant des unités entières. Les vies américaines, sauvées par l'élimination des positions ennemies sans avoir besoin d'assaut, ont fourni la puissance de combat pour les opérations suivantes. Aujourd'hui, le truc de la pomme de terre, est largement oublié en dehors des cercles d'histoire militaire. Les suppresseurs modernes fonctionnent mieux, sont plus durables et ne nécessitent pas de remplacement constant. Mais le principe que a démontré William, que la suppression du son offre un avantage tactique significatif,
est devenue fondamentale dans la doctrine militaire moderne. Les forces spéciales du monde entier utilisent largement des armes supprimées, validant l'intuition de William, formulée il y a 80 ans. Son innovation est née de la reconnaissance qu'une technique de chasse pouvait s'appliquer au combat. Cette prise de conscience, simple en rétrospective, nécessitait une imagination que la plupart des soldats n'avaient pas. William voyait au-delà des catégories conventionnelles, comprenant que la guerre et la chasse partageaient en réalité des caractéristiques fondamentales. Les deux impliquaient de localiser des cibles, de s'approcher sans être détecté, de faire des tirs précis et d'éviter d'être repéré. Le truc de la pomme de terre qui avait fonctionné pour les cerfs de l'Idaho fonctionna tout aussi bien pour les soldats allemands. La question de savoir si William était un héros n'a pas de réponse simple. Il tua 137 soldats ennemis, sauvant un nombre inconnu de vies américaines. Il développa une technique innovante qui améliora l'efficacité des combats américains. Il servit courageusement dans certaines des batailles les plus meurtrières de la Seconde Guerre mondiale. Selon les critères conventionnels, ses réalisations sont indiscutablement héroïques, mais William lui-même rejetait le statut de héros. Il voyait ses actions comme nécessaires plutôt que nobles, pratiques plutôt que glorieuses. Il avait fait son travail, ni plus ni moins. L'idée que tuer des soldats allemands, même lorsque c'était militairement nécessaire, méritait d'être célébré, le mettait mal à l'aise. Peut-être que l'évaluation la plus honnête vient de sa fille Suzanne, qui s'exprima lors d'un événement pour vétérans en 2015. « Mon père était un homme qui savait comment résoudre les problèmes avec les ressources disponibles. Pendant la guerre, le problème était les soldats allemands qui menaçaient à la vie des Américains. La ressource disponible était sa connaissance de la chasse. Il a su les combiner efficacement, ce qui faisait de lui un homme compétent. Il s'est porté volontaire pour des missions dangereuses plutôt que de chercher la sécurité, ce qui faisait de lui un homme courageux. Il a porté le fardeau de ce qu'il avait fait sans devenir amer, ce qui faisait de lui un homme fort. Que cela soit considéré comme un héroïsme, c'est aux autres de le juger. L'histoire du truc de la pomme de terre résonne parce qu'elle remet en question les idées reçues sur la guerre et l'innovation. Nous nous attendons à ce que les avancées militaires viennent des laboratoires et des usines, des scientifiques et des ingénieurs qui développent des technologies complexes. L'idée qu'un garçon de ferme de l'Idaho ait développé l'une des techniques de sniper les plus efficaces de la Seconde Guerre mondiale en utilisant des légumes semble absurde. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. William Jones, en utilisant les connaissances que son père lui avait transmises sur la chasse aux cerfs, créa une innovation de combat qui élimina 43 soldats allemands en 2 jours, tout en sauvant d'innombrables vies américaines. Le truc de la pomme de terre réussit, non pas malgré sa simplicité, mais à cause de cette simplicité. Parfois, la meilleure solution est la plus évidente, celle que personne n'a pensé à essayer. Son histoire nous rappelle que l'expertise peut venir des endroits les plus inattendus, que les connaissances pratiques peuvent prouver leur valeur plus que la compréhension théorique, que remettre en question la sagesse conventionnelle peut révéler de meilleures approches, que des outils simples, bien employés par des utilisateurs qualifiés, peuvent surpasser des systèmes complexes. William Jones, le rancher de l'Idaho qui tua 43 Allemands en 2 jours en utilisant des pommes de terre comme suppresseur improvisé, n'a jamais cherché la gloire ou la reconnaissance. Il développa sa technique pour résoudre un problème tactique, l'utilisa efficacement, puis retourna discrètement à la vie civile. Il vécut et mourut comme un homme modeste qui possédait des compétences exceptionnelles. Ces compétences, acquises grâce à la chasse dans son enfance et affinées par l'expérience du combat, firent de lui l'un des snipers les plus efficaces de la Seconde Guerre mondiale. Son truc de la pomme de terre, rejeté comme une blague par les instructeurs et moqué par ses pairs, s'avéra d'une efficacité dévastatrice en combat. Sa volonté d'employer des méthodes non conventionnelles lui donna des avantages qui changèrent le cours des batailles. On l'appelait le truc de la pomme de terre, comme si c'était un numéro de carnaval plutôt qu'une technique de combat sérieuse. Mais ces 43 soldats allemands tués en décembre 1944 découvrirent trop tard que les suppresseurs de légumes de William Jones étaient d'une efficacité redoutable. Le garçon de ferme de l'Idaho avait transposé les techniques de chasse aux cerfs dans les forêts allemandes, et la Wehrmacht n'avait aucune réponse à cela. En fin de compte, la plus grande réussite de William ne résidait pas dans son nombre de victimes confirmées, ni dans ses innovations tactiques. C'était sa capacité à rester fidèle à lui-même malgré la brutalité de la guerre.
Il entra en combat comme un chasseur habile et un homme éthique. Il combattit efficacement lorsque cela était nécessaire, puis retourna à sa vie de rancher et de voisin, portant ses expériences en silence, sans les laisser définir sa vie publique. Le pu. Le truc de la pomme de terre a fonctionné parce que William comprenait que parfois la solution la plus simple est la meilleure. Un légume qui coûtait quelques centimes est devenu une arme qui a sauvé des vies. La connaissance acquise dans la chasse aux cerfs s'est parfaitement traduite en combat contre des soldats entraînés. L'improvisation d'un fermier s'est avérée plus efficace que la technologie militaire. 43 Allemands en 2 jours. 137 victimes confirmées au total, aucune perte américaine sous sa protection. Ces chiffres racontent une partie de l'histoire de William Jones, mais l'histoire complète réside dans la compréhension de la façon dont un truc de chasseur d'un garçon de ferme de l'Idaho est devenu l'une des techniques de combat les plus innovantes de la Seconde Guerre mondiale, prouvant que le génie peut émerger des endroits les plus inattendus. Parfois, les plus grandes innovations ne viennent pas de la complexité, mais de la simplicité. Pas des laboratoires, mais des champs de pommes de terre. Pas des soldats de carrière, mais des garçons de ferme qui ont appris à tirer parce que leur famille avait un besoin de viande. William Jones comprenait cette vérité, et 43 soldats allemands ont payé le prix de l'incapacité de leur commandant à imaginer que les snipers américains pourraient se battre avec des légumes.